partagé par une très grande majorité des élus de Saint-Étienne Métropole. Une opportunité que nous souhaitions saisir au moment où l'État créait ces grandes régions, créait également et affirmait le pouvoir des métropoles. Nous souhaitions pouvoir faire partie de ce club fermé des grandes métropoles qui servent de point d'appui à la fois pour l'État et pour décliner un certain nombre de politiques nationales en matière d'enseignement supérieur, de recherche, d'innovation, de services de santé, de développement économique. Et tout le travail que nous avons fait par le passage en communauté urbaine il y a maintenant un peu plus d'un an, d'acquisition des compétences d'une métropole, d'élargissement du périmètre pour dépasser les 400 000 habitants, eh bien c'était pour arriver à la délibération de ce soir pour demander officiellement le passage de Saint-Étienne Métropole en métropole. Est-ce que les quelques 280 autres communes du département qui ne feront pas partie de la métropole doivent s'inquiéter face du coup à la construction de cette métropole? Est-ce qu'on ne risque pas de tomber comme le département voisin du Rhône? Non, je crois au contraire, c'est une chance pour l'ensemble de notre département et pour notre région d'avoir une métropole supplémentaire, forte, qui offre à l'ensemble de la population, et bien au-delà de Saint-Étienne, mais aussi à la Haute-Loire et à une grande partie du département de la Loire, une université encore plus forte, un CHU encore plus fort, sans qu'on ait dans quelques années à envoyer nos enfants ou nos patients à Lyon ou à Grenoble pour bénéficier de tel ou tel service. Donc c'est véritablement inscrire Saint-Étienne parmi les grandes villes, affirmée comme telle, reconnue comme telle par le gouvernement, et d'en faire un interlocuteur incontournable en matière d'innovation, en matière de développement économique. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, quand on les démarche, qui souhaitent également s'implanter, investir dans une métropole, parce que c'est synonyme d'infrastructures qui sont capables de les accueillir et d'offrir à leurs salariés, à leurs clients, à leurs fournisseurs des conditions de développement exceptionnelles. Et donc c'est effectivement une très très grande victoire, parce que le chemin était très long. C'était une ambition très forte que j'avais annoncée dès mon élection à la tête de Saint-Étienne Métropole il y a maintenant 3 ans, mais qui était loin de notre portée. Et je dirais grâce à l'effort collectif des élus, mais aussi des services de nos mairies, eh bien, nous y sommes arrivés. Et pour les gens, les Stéphanois, concrètement, qu'ils comprennent bien, vous avez d'autres exemples de ce que ça va changer, ce changement en métropole? Pour les Stéphanois, ils vont le sentir, ils ne diront pas... Oh, je pense qu'ils vont très vite se rendre compte qu'il y a des grandes villes qui en seront et puis d'autres qui n'en seront pas. Et vous verrez qu'on en est à la naissance aujourd'hui, donc c'est difficile effectivement pour nos concitoyens peut-être de voir exactement ce que ça va leur apporter, mais en tout cas très vite ils vont comprendre surtout ce que ça aurait coûté à notre territoire de ne pas en être. Très vite, quand, vous savez, l'État doit investir pour une université ou pour un hôpital avec des matériels qui coûtent extrêmement cher, eh bien, on n'en dotera pas tous les hôpitaux ou toutes les universités, il faudra faire des choix. Eh bien, ce dont on s'assure ce soir, c'est que les métropoles feront partie de ces choix et que donc Saint-Étienne fera partie de ces grandes villes qui comptent sur le territoire national. Finalement, c'est l'avenir des collectivités, les métropoles, pour ne pas disparaître? Non, je ne dirais pas ça comme ça. Je dirais qu'en tout cas, l'avenir de Saint-Étienne passait par ce statut de métropole si on ne voulait pas être à la remorque de Lyon, de Grenoble, voire de Clermont. Et qu'effectivement, c'est à marquer d'une pierre blanche, pour reprendre votre expression, parce que je pense que c'est un acte fondateur qui prépare extrêmement bien l'avenir de notre territoire, avec finalement, en nous donnant les moyens des ambitions que nous avons en matière de développement économique, d'innovation, de recherche, et qui va nous permettre d'être plus sereins à l'avenir. Dans les jours à venir, il va y avoir une renégociation avec le département sur le partage des compétences? Alors la loi prévoit 2 ans de discussion avec le département pour voir les compétences qui seront transférées. Nous avons déjà engagé ces discussions avec le président Bernard Bonne en toute sérénité, puisque nous partageons l'essentiel, c'est de se dire que les compétences transférées doivent être celles qui nous permettront d'être demain encore meilleurs et plus efficaces auprès de nos concitoyens ou des services que nous leur rendons. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'aujourd'hui nous préparons ces transferts de compétences. Nous allons prendre notre temps, on a 2 ans pour le faire. Nos services travaillent déjà ensemble pour voir ce qui est opportun ou pas de transférer. Il y a déjà des pistes sur les 3 que vous allez ou que vous souhaiteriez prendre? Il y a un certain nombre d'actions aujourd'hui qui sont déjà menées par l'agglomération en matière d'habitat et de logement. Donc on se dit que le fonds de solidarité logement aurait sans doute du sens. Nous menons déjà un centre d'action en matière de prévention spécialisée. Et donc on se dit que c'est un 2e champ d'exploration sans doute utile. Voilà, puis sans doute quelques autres que nous sommes en train d'explorer.
avec ces transferts de compétences, est-ce que du côté de la population, à l'heure où on parle de simplification, on risque pas de se dire, oh là là mon Dieu, c'est une nouvelle tranche sur le millefeuille territorial? Non, parce que ce n'est pas la création d'une collectivité supplémentaire, c'est la transformation d'une collectivité qui existe déjà, l'agglomération. Simplement, on passe d'un statut où vous avez des centaines d'agglomérations en France à un statut métropole où il n'y en a que 22 et où Saint-Étienne existe véritablement pour ce qu'elle est, et je pense qu'elle le méritait. Encore fallait-il se battre pour que ce soit reconnu, et ce soir c'est le cas. Il va y avoir de la concurrence avec Lyon, Grenoble? Je pense qu'il y en aurait eu si nous n'étions pas parmi ces 22 métropoles. Dès lors que nous en sommes, on n'est plus dans une concurrence, mais au contraire dans une complémentarité, chacun permettant avec la métropole de défendre ses points forts. Et vous savez, si j'ai souhaité, dès mon élection, échanger sur ce sujet avec Gérard Collomb, qui a apporté son soutien au passage de Saint-Étienne en métropole, c'est que tout de suite ensemble, nous avons vu les complémentarités qu'il y avait. Et d'ailleurs que nous ayons au sein du pôle métropolitain lyonnais maintenant 2 métropoles affirmées avec Saint-Étienne et Lyon, je pense que c'est d'abord singulier. C'est donner vraiment un poids et un pouvoir au pôle métropolitain en matière de développement dans la nouvelle région qui nous donne les moyens de nos ambitions. J'ose la question, c'est pas l'ordre du jour, mais pour ou contre un référendum local pour la vente du stade Geoffroy Guichard? Donc sujet qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Écoutez, j'ai annoncé la méthode que je souhaitais suivre pour répondre à la question que posent les présidents. Donc je vais le redire. Premièrement, je souhaite que ce soit effectivement dans l'intérêt du club. Donc il faudra nous démontrer que ça permettra effectivement de donner des moyens nouveaux au club pour se développer. Deuxièmement, je souhaite que ce soit dans l'intérêt de la collectivité. Et pour répondre à ces deux questions, j'ai missionné le conseil de développement pour mener une analyse objective et avec du recul, avec la position des anciens présidents de l'agglomération, mais aussi d'autres présidents de clubs, pour évaluer les forces et les faiblesses d'une telle proposition. Donc je vais évidemment attendre qu'ils me rendent ce travail avant d'aller plus loin. Et puisqu'on est dans les questions annexes, et qu'on parle de métropole, est-ce que la métropole va proposer un terrain pour la future prison de l'Or-Sud? Je n'ai pas le pouvoir de le faire. La métropole n'a pas la compétence prison, hein, c'est une certitude, c'est le ministère de la Justice qui l'a. Donc il faut que le ministre prenne ses responsabilités. Néanmoins, il a ouvert une porte en demandant à la métropole de proposer un certain nombre de terrains. Ça tombe bien puisque les services de la préfecture ont annoncé un certain nombre de terrains à étudier fin 2015 pour lesquels les conclusions ne nous ont pas été présentées. Donc effectivement, dès vendredi dernier, j'ai adressé un courrier au ministre en lui demandant de nous présenter en totale transparence l'analyse de ses services sur les 6 terrains que la préfecture a proposés fin 2015 pour voir s'il y avait d'autres possibilités que Saint-Bonnet-les-Oules. Donc il y a d'autres terrains qui sont dans les cartons? Des terrains qui existent, ça, il n'en manque pas. La question, c'est de savoir s'ils répondent au cahier des charges. Et donc, ce que je crois demandent les habitants, comme le maire de Saint-Bonnet-les-Oules, c'est que démonstration soit faite que chacun de ces terrains a été étudié avec sérieux, avec une analyse fine par rapport au cahier des charges, et que seul le terrain de Saint-Bonnet-les-Oules correspondrait donc à ces critères. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'en toute transparence, les uns après les autres, le ministre puisse nous dire quels sont les critères acceptables ou inacceptables pour les autres propositions. Mais depuis la visite de M. Roas, il n'y a pas eu de nouveaux terrains trouvés dans les 10 derniers jours là? Non. On me parlait des PORA qui pouvaient éventuellement proposer une friche industrielle. Est-ce que ça fait partie des terrains qui sont... Il faut demander au président des PORA. Merci.